Bonjour Maboula Soumaoro. Bonjour Raphaël. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'université de Tours. Vos travaux portent sur les études africaines-américaines et la diaspora noire africaine. On verra que ce n'est pas exactement la même chose selon qu'on insiste sur l'adjectif noir ou africaine. Vous présidez ainsi et aussi l'association Black History Month qui est dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures noires. Et vous publiez ces temps-ci Le Triangle et l'Hexagone, sous-titré Réflexion sur une identité noire aux éditions de la Découverte. Ce triangle, c'est celui qui rejoint l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, géographiquement et historiquement. Voilà ce que vous en dites. Fille de l'Hexagone et de l'Atlantique, mon ascendance, mes origines, mes trajectoires et ma propre histoire m'inscrivent dans l'immensité culturelle, politique et intellectuelle de l'Atlantique noir, un espace géographique profondément façonné par l'histoire. Et c'est justement de cela qu'il s'agit, écrire à la première personne contre les conventions universitaires pour raconter un parcours qui relève autant, qui révèle la difficulté à construire cette identité autant qu'elle révèle celle de faire advenir des études noires, des Black Studies, comme on dit, aux États-Unis. Cette réflexion sur l'inscription des aides, des corps, des femmes et des hommes noirs dans une histoire particulière ne peut être menée, selon vous, qu'à partir d'une histoire personnelle. C'est un sujet sensible, évidemment, qui s'inscrit dans un contexte intellectuel particulièrement tendu autour des études postcoloniales. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais d'abord, Maboula Soumaoro, un mot sur votre démarche. Vous vous expliquez dès le début du livre sur ce jeu, cette première personne du singulier. Quelle en est la nature, quelle en est la fonction ? Alors, c'est une question qui d'emblée nous plonge dans la difficulté. Le jeu est né sûrement d'un désir d'affirmation et d'un désir d'émancipation. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit en introduction, je suis spécialiste en études états-uniennes, africaines-américaines et de cette diaspora noire africaine. Donc, mon objet d'étude sont les populations noires d'ascendance africaine disséminées à travers le monde. Donc ça peut être une approche, on va dire, distante, universitaire, scientifique, mais il se trouve que je suis moi-même une personne noire et une personne d'ascendance africaine. Et donc j'ai voulu m'autoriser à réfléchir à mon positionnement face à mon objet d'étude. Donc je suis mon objet d'étude. Et donc il était temps de dire je, puisque quand j'approche ces populations, quand je les étudie, quand je vais à leur rencontre, quand je fais des entretiens ou quand j'essaye de proposer certains sujets au sein de l'université, il y a des questions qui se posent et qui ont directement trait à mon identité et à mon corps noir. Donc parlons de tout ça et de manière libre. Et je pense que le jeu, c'est vraiment, enfin l'utilisation du pronom je, c'est un désir de liberté et aussi une émancipation assumée. Parlons-en, nous allons le faire jusqu'à 13h30 ensemble, Maboula Soumaoro, mais ce jeu, il s'inscrit aussi dans une histoire intellectuelle, dans une tradition intellectuelle. Vous citez notamment l'ouvrage Toward an Intellectual History of Black Women, dirigé par Mia Bay, Farah Griffin et Martha Jones et Barbara Savage, j'allais en oublier une, pardon, qui est un ouvrage dans le siège duquel vous vous inscrivez et qui pose justement cette question de l'histoire des femmes noires. On parlera d'intersectionnalité à un moment si vous le voulez bien, mais voilà, qui part aussi de cette idée que le jeu, partir d'une histoire personnelle, d'un vécu, d'un ressenti, Mhm. ça peut aussi se faire de façon scientifique. Exactement, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'effacement nécessaire à partir du moment où on est capable de mener une réflexion. C'est pas seulement l'utilisation du jeu pour raconter sa vie et raconter une série d'anecdotes. C'est sur la base de ce vécu qui compte, puisqu'on peut parler de choses vraiment très abstraites. La race, intellectuellement, scientifiquement, ça peut être très abstrait. Mais quand on fait partie d'un groupe qui est racialisé défavorablement, la catégorie raciale, elle est très très concrète. Donc essayons d'explorer cela intellectuellement et scientifiquement. Donc c'est peut-être donner aussi une légitimité, une sorte d'autorité à son vécu aussi personnel, de le faire entrer dans cette analyse. C'est ça que posent donc les directrices de cet ouvrage que vous avez cité. Oui, quand je disais épistémologique, c'est que des mots comme ceux que vous employez à l'instant, racialisé, comme celui d'intersectionnalité, Mm. ce sont des mots qui aujourd'hui sont j'allais dire, en construction intellectuelle, qui ont besoin, en tout cas auxquels des chercheurs, des chercheuses comme vous, cherchent à donner une valeur, j'allais dire, une valeur scientifique. Est-ce que, tout d'abord, voilà, sur cette question
de la racialisation, qui pose évidemment la question de la différence entre une approche biologique et une approche construite, sociale, historique du concept de race, et la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de penser les problèmes non pas seulement en fonction de telle ou telle identité, mais à la rencontre, à la jonction des identités. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ce champ et comment est-ce que ça se construit? C'est vrai que ça pose tout un tas de problèmes, dont je suis sûr nous allons parler dans les instants qui vont venir, Maboula Soumaoro. Alors, je pourrais dire que ça se construit dans la douleur, mais ça se construit quand même. Aujourd'hui, c'est vrai que le terme intersectionnalité est très en vogue en France, puisqu'il y a de plus en plus d'écrits issus de la tradition états-unienne féministe noire qui sont traduits en langue française. Donc, voilà, il y a des concepts et des notions qui sont donc de plus en plus usités depuis la France hexagonale. Mais le terme intersectionnalité date de 1989, je crois. Et avant l'intersectionnalité, donc un terme qui a été créé par Kimberly Crenshaw, des féministes noires américaines parlaient déjà de la notion de ce que certaines appelaient le double géopardie depuis le début du XXe siècle. Donc ce sont des choses qui peuvent nous paraître très récentes, mais qui en fait renvoient à toute une tradition intellectuelle et souvent politique d'ailleurs, qui remonte à plusieurs siècles en arrière. Mais là, en France, on commence à digérer tout ça et c'est heureux. Justement, vous avez dit le mot tradition politique, Maboula Soumaoro, c'est peut-être ça aussi qui est compliqué dans l'utilisation, dans le champ des sciences sociales de ces termes, c'est qu'ils sont empreints aussi de militantisme. Et c'est peut-être ça qu'on leur reproche. Oui, je pense que ça peut être ça, mais je ne pense pas que ça soit seulement ça. Le militantisme, la question du militantisme, elle peut être évacuée facilement puisque les militants ou les courants militants sont capables de produire, des idées. Voilà, c'est pas seulement de la confrontation politique, de la passion. C'est pas seulement ça le militantisme. Et je pense que le militantisme, il peut être voyant uniquement lorsqu'il porte sur certains groupes, certaines communautés, certaines populations. Il y a un autre militantisme qui est très invisible, qui est celui qui nous a présenté l'ordre du monde tel que nous l'appréhendons aujourd'hui, qui a hiérarchisé les formes de savoir, qui a constituer donc ces sciences sociales ou humaines que vous avez évoquées, ça aussi c'est du militantisme et on en parle très peu. Alors, évacuons encore, ou ne l'évacuons pas, mais en tout cas, intéressons-nous à un autre concept, en tout cas, un autre mot que vous avez utilisé, qui est celui de racialisation, ce retour de la race, du concept de race, dans la discussion scientifique, mais aussi dans la discussion politique. On se souvient de la volonté politique de supprimer le mot race de la Constitution. Et évidemment, ce qui a fait dire, c'est pas parce qu'on supprime le mot race qu'on supprime le racisme, ça c'est une chose certaine, mais ça a quand même posé tout un tas de questions sur la possibilité, sur l'emploi de ce mot. Est-ce que l'emploi de ce mot fait survivre le phénomène malgré tout? Est-ce qu'il permet de le combattre comme certains le disent? Et je pense que vous faites partie de ce cas-là, c'est-à-dire de réintégrer cette réalité historique et sociale qu'est le racialisme et donc la construction sociale des races pour le combattre, non pas pour le faire perdurer, Maboula Soumaoro. Mais je pense que cette question touche à ce que l'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire la vision comment on situe ce qui paraît comme militant ou pas militant, détaché ou très ancré quelque part. Quand vous utilisez le terme le retour de la race, moi ma question ce serait quand est-ce que la race a disparu? Quand est-ce que la race a disparu? Et peut-être que l'une des questions qui émergent aujourd'hui ou qui explosent, ce sont tout simplement des voix, et elles sont multiples, elles sont diverses, qui disent qu'en fait, ce déni de race a pu arranger certains pans de la société ou certaines communautés, mais que pour certains corps, spécifiquement, la race n'a tout simplement jamais disparu. Et c'est peut-être ça qui peut éclairer également le titre de mon ouvrage. Quand on place cet hexagone dans un espace géographique plus large, qui est celui de l'Atlantique, de la race à la Guyane, de la race en Guadeloupe, en Martinique, de la race, et puis on pourrait même se plonger dans l'océan Indien ou même dans l'océan Pacifique. Dans ces endroits-là, ça sera dur de dire que la race a disparu et qu'il y a un retour de la race.
Oui, ce triangle du triangle et de l'hexagone, Mabula Soumaoro, il fait évidemment penser, compte tenu du sujet qui est le vôtre, au commerce triangulaire et Oui. donc à la traite des esclaves pris en Afrique pendant plusieurs siècles, emmenés en Amérique. Mhm. L'Amérique, on en ramenait des denrées pour Et ceux qui auraient d'abord en oublié. Europe, Et d'abord avant en les Europe. Amériques, en Europe, notamment au Portugal, et après massivement dans les Amériques. Merci pour cette précision, Mabula Soumaoro. Mes cours sur le commerce triangulaire sont un peu loin, c'était au lycée. Cet esclavage colonial, vous dites qu'il est le seul. Évidemment, l'esclavage n'est pas l'apanage des Européens. Non. C'est un phénomène partagé dans le monde entier et dans l'histoire et à travers l'histoire. Mais ce que vous dites, c'est l'esclavage colonial est le seul qui est inscrit dans le corps un nouvel ordre sociopolitique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que j'entends par là, c'est que cet esclavage colonial, cette ère moderne, ces grandes découvertes menées par les Européens à partir, on va dire, de 1492, si on veut rester simpliste et schématique, c'est le moment de l'histoire humaine où les identités noires et blanches ont émergé. Avant ça, Il n'y a pas de noir sans blanc, il dites-vous. n'y a pas de noir sans blanc, mais avant cette période, les êtres humains et les sociétés humaines ne se définissaient pas de la sorte, pas sur la base de la couleur qui serait blanche ou de la couleur qui serait noire et toutes les couleurs qui entrent enfin, au sein de ce large Dans ce éventail. spectre, oui. Voilà. Donc en fait, c'est de là dont on parle et c'est à partir de ce moment-là dont on parle. Il y a eu une invention et cette invention perdure aujourd'hui encore. C'est-à-dire que les corps ont été construits, perçus d'une certaine façon qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un homme qui peut être perçu comme blanc dans l'espace public et je suis une femme qui est perçue comme noire dans l'espace public. Ça aurait été quelques siècles auparavant ou des millénaires auparavant, on se serait défini ou on aurait été perçu dans cet espace public de manière différente, sur la base du lieu de naissance, sur la base ethnique, sur la base religieuse, sur la base même du régime alimentaire. Il y a eu plein de façons qui ont été trouvées par les êtres humains à travers l'histoire de se définir. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique spécifique et c'est ça, les esclaves étaient des noirs et les personnes qui n'étaient pas esclaves étaient des blancs. On va revenir sur cette question de l'espace public parce qu'elle est importante, Mabula Soumaoro, mais j'aimerais qu'on reste encore un tout petit peu dans le champ scientifique, dans le champ universitaire qui est le vôtre, puisque je rappelle, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Tours. Vous écrivez dans ce livre « Je renonce à cette distance dite critique et à l'illusion de la scientificité neutre et objective, tout en laissant de côté les accusations de non-rationalité et d'incapacité à raisonner et à analyser. » Et plus loin, vous enchaînez « Je considère ainsi que mon être, avec ses sensations et ses sentiments, constitue la seule réalité existante dont je sois certaine. » Et évidemment, à la lecture de ces mots, on se demande quelle place il reste pour les sciences sociales. Il reste de la place pour les sciences sociales, c'est-à-dire qu'on peut faire des sciences sociales de manière différente. On peut essayer de s'intéresser au vécu, on peut essayer de réfléchir à l'organisation, notamment politique des savoirs qui sont dits scientifiques et complètement déconnectés du reste de la société. Un exemple tout simple, un champ d'études ne naît pas au sein d'une université, au sein d'une institution ou au sein de plusieurs institutions. Il ne naît pas complètement déconnecté de la société au sein duquel il a émergé. Donc, si dans la société, il existe plusieurs hiérarchies, il existe plusieurs, je sais pas, communautés, classes sociales, eh ben, les sciences sociales, je crois pas, je suis pas la seule à dire cela, mais ne sont pas exemptes de cette hiérarchisation. Si on regarde, par exemple, la traduction toute récente des travaux de W.E.B. Du Bois sur le noir de Philadelphie, par exemple, qui est sorti avec grand bruit, qui a été traduit par un collègue universitaire français. Donc, on parle d'une publication de 2019. Quand on parle du noir de Philadelphie, c'est vraiment la fin du 19e siècle ou le tout début du 20e siècle. Et donc, l'une des questions qui pourrait se poser, c'est une question intellectuelle, mais également politique, c'est qu'est-ce qui prend autant de temps pour le lectorat, en tout cas français ou francophone, de, prendre autant de temps pour porter un regard sur cette production scientifique de la fin du 19e siècle. À l'époque où Dubois, parce qu'il est si important, qui est un sociologue, le premier Africain-Américain à obtenir un doctorat de l'université de Harvard, donc la plus grande, la plus prestigieuse, la plus ancienne des États-Unis. Quand Dubois décide de faire de la sociologie des Africains-Américains, c'est parce que les Africains-Américains ne bénéficient pas de ce regard scientifique, puisque comme ils constituent une minorité politique, culturelle, sociale, comme vous le souhaitez,
souhaiter, ils ne sont pas dignes d'intérêt scientifique. Donc c'est ça peut-être la frontière fine entre le militantisme et le purement scientifique. Le purement scientifique, pour moi, est également la marque d'un privilège. Il faut que des personnes s'engagent et portent un regard sur des populations qui sont marginalisées, qui sont exclues économiquement, politiquement. Donc en fait, depuis Dubois, il faut attendre Dubois, il faut attendre un doctorat de Harvard pour pouvoir installer cette discipline scientifique qui serait l'étude des Africains-Américains. C'est exactement la même chose dans n'importe quel autre espace, notamment la France. Il y a des populations qui sont marginalisées et qui donc ne constituent pas un objet d'étude scientifique. Oui, mais alors une fois que cet objet est établi, ou on tente de l'établir, Maboula Soumaoro, et d'ailleurs, en parlant d'objet scientifique, ça renvoie aussi à une autre approche de l'objectivité, c'est-à-dire non pas forcément comme neutralité ou comme vision parfaitement juste, c'est-à-dire comme l'objectivité qui serait le synonyme du vrai, mais plutôt une objectivité comme la construction d'un objet scientifique à travers une méthode, à travers la discussion scientifique. Est-ce que le fait de l'inscrire, comme vous le faites dans cette citation que j'ai dit tout à l'heure, dans la nécessité finalement de vivre dans son corps, dans sa chair, la réalité qu'on va étudier, est-ce que ça ne limite pas encore une fois la possibilité même des sciences sociales? Pour le dire très concrètement, est-ce qu'il faut être une femme noire, d'ascendance ivoirienne, mais élevée dans une banlieue française pour parler d'une réalité qui ne peut être que celle-ci? Non, je ne pense pas que ça limite en fait, mais je pense qu'il est impossible d'exclure justement la femme noire issue d'une banlieue parisienne et le regard qu'elle porte sur elle-même. Ce n'est pas l'essence, c'est la réflexion et l'analyse d'une expérience. Parce que sinon, n'importe quelle femme noire issue d'une banlieue populaire parisienne peut se déclarer chercheuse. Et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que pourquoi mon expérience ne pourrait pas faire partie de l'analyse? Pourquoi les ressentis, pourquoi les choses qui sont justement non dites et niées, pourquoi cette neutralité qui à mes yeux n'existe tout simplement pas? Il n'y a rien de neutre. Ce n'est pas neutre d'avoir, ça n'a pas été neutre en tout cas, d'avoir pendant tant d'années, pendant tant de siècles ou de générations, des porteurs du savoir, on va dire même constructeurs du savoir qui étaient des hommes et qui étaient des hommes blancs. C'est pas une coïncidence. Donc quand par exemple vous avez l'émergence de la pensée du militantisme féministe, ça ne veut pas dire que seules les femmes ou les personnes qui se reconnaissent comme femmes sont les seules à pouvoir produire de la pensée. C'est-à-dire que si on va penser cet objet d'étude, pensons-le également avec les personnes qui portent cette expérience et qui sont en capacité d'y réfléchir. Ce n'est pas seulement de l'essence, c'est de l'essence aussi, mais une réflexion sur ce vécu et sur cette expérience. Votre ouvrage, Maboula Soumaoro, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, comme son nom l'indique, le triangle parle de cet espace atlantique. Il y a donc un détour qui rejoint votre détour biographique par les États-Unis. Et vous avez dit la difficulté de construire ces études, ces Black Studies, ces études noires ici en France. Il y a à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans, un historien, Pape Ndiaye, a écrit un livre qui est absolument fondamental pour justement l'inscription de cette histoire et de ses recherches en France. Ça n'est pas un hasard, il est historien des États-Unis. Il était l'invité en 2008 des Matins de France Culture. Ce livre, il faut en dire de titre, c'est La condition noire. Il m'a semblé que le détour par l'étranger, c'est souvent le cas d'ailleurs, en ce qui concerne des études sur la France, de faire un détour par l'étranger pour mieux regarder notre pays, d'une certaine façon, c'est-à-dire pour abandonner des lunettes qui sont des lunettes, au fond, qui nous rendent parfois aveugles à certaines réalités dans notre pays. Et on voit bien, par exemple, comment, dans les années 90, la question des discriminations a émergé et s'est substituée, ou en tout cas a pris le pas sur la question classique française républicaine de la lutte contre le racisme, avec ses formes de mobilisation spécifiques. Or, cette question des discriminations a une existence bien plus ancienne en tant qu'objet d'action politique et de sciences sociales dans d'autres pays. Donc le détour par d'autres pays me paraît en l'espèce utile, non pas pour se débarrasser de son républicanisme, mais en tout cas pour être sensible à des situations sociales qui, pour des raisons qui ne sont pas simplement liées à la République et à l'universalité, mais également à la manière dont les sciences sociales se sont constituées en France, avec parfois un réductionnisme de classe qui les a rendus aveugles à d'autres formes d'inégalité. Donc ce détour me paraissait utile et pertinent en l'occurrence.
L'historien Pape Ndiaye qui était l'invité de France Culture donc pour la sortie de la condition noire, c'était en 2008, Maboula Soumaoro. Et donc on en est toujours un peu là par la nécessité de faire ce détour par les États-Unis, ou est-ce qu'on a progressé quand même? On va dire qu'on a progressé puisque la condition noire existe depuis 2008. Donc ça, c'est un progrès. Moi, je nuancerais peut-être aujourd'hui, en tout cas depuis 2020, les propos tenus par Pape Ndiaye. Il y a un détour qui a été nécessaire, mais je pense qu'en vérité, au-delà de l'étranger, on aurait pu faire un détour qui nous aurait porté au-delà de l'Hexagone. C'est-à-dire que si on avait été à La Réunion, ou si on avait été en Nouvelle-Calédonie, si on avait été en Guyane, ça aurait été déjà bien assez. Et ces territoires ne font pas partie de l'étranger, ils font partie de la France. Donc là, c'est la seule nuance que je peux apporter. Ensuite, oui, il y a du progrès, c'est-à-dire qu'il y a des conversations publiques. Là, aujourd'hui, je suis à la grande table et donc à midi, à l'heure du déjeuner, nous pouvons avoir ce genre de discussion et même de débat, et pas seulement une demande toujours problématique, hostile, de quoi parlez-vous, voilà, on peut débattre de ces questions. Mais pour moi, c'est pas étonnant que des personnes telles que Pape Ndiaye, dont je suis, la collègue, nous ayons dû faire ce détour par les États-Unis. Il n'y a pas que lui, je pense à Audrey Célestine, par exemple, qui a publié Une famille française récemment, qui est aussi américaniste. Je suis américaniste. Et donc, pourquoi a-t-il été primordial, pourquoi a-t-il été indispensable pour nous tous de nous expliquer peut-être notre présence en terre hexagonale française, seulement après ce passage vers les Amériques, après ce passage où, dans un espace où là, la question raciale, elle est tout simplement inévitable. On ne peut pas ne pas parler de la race dans les Amériques. La France fait aussi partie de ces Amériques, mais peut se limiter à son hexagone. Et cette limitation à cet espace européen nous fait approcher la question raciale uniquement par le prisme de l'immigration. Alors que maintenant, il y a une indigénisation de cette présence non blanche en France. Mais en vérité, dans les propres territoires que j'ai cités, les territoires français, c'est là que la question raciale s'est déployée, se déploie toujours. Et des personnes issues des Antilles ou de la Réunion sont venues en terre hexagonale française depuis les années 1960 et le Bumidum. Donc voilà, c'est juste un retour sur nous-mêmes. Le Bumidum qui était le bureau chargé d'organiser la venue en France, notamment pour travailler dans les services publics des personnes des Antilles ou de la Réunion. Exactement. C'est pour préciser. Voilà, non, merci, c'est vrai. Donc voilà, cette question, elle est là, elle est présente en terre hexagonale depuis longtemps, mais on ne veut pas la regarder en face. On ne veut pas la regarder en face, et peut-être que depuis 2008, voilà, il y a du progrès, mais il nous reste énormément de choses à faire. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois. 13h18, la grande table avec Maboula Soumaoro qui est notre invitée. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'université de Tours et vous publiez Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire aux éditions La Découverte. Alors on vient de parler de ce détour par les États-Unis. Il ne s'agit pas dans votre ouvrage puisqu'il y a tout un chapitre, puisque c'est là que vous avez poursuivi vos études, Maboula Soumaoro. Il ne s'agit pas de dire que c'est un lieu idyllique, hein, évidemment, les éditeurs qui nous entendre notamment sur ces questions de racisme, mais que c'est un lieu où on peut penser. Et donc, c'est là aussi c'est là-dessus que je voulais vous entendre, sur la question de ce que vous appelez, et de ce qu'on a appelé l'invisibilisation, la colorblindness, pour prendre un anglicisme, c'est-à-dire qu'en France, on estime que pour régler les questions, notamment les questions de discrimination, il ne faut pas le faire à partir de la couleur de peau, du phénotype, puisque c'est le terme que vous employez beaucoup, qui comprend autre chose que simplement la couleur, qui comprend toutes les caractéristiques physiques qui vont avec aussi, Maboula Soumaoro. Et donc, il y a cette approche de l'universalisme, le mot est lâché, Maboula Soumaoro, de l'universalisme en France. Et donc, je voulais vous entendre là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a un débat qui est très très fort en ce moment sur l'utilisation de ce mot. Je dis que l'universalisme n'existe pas et qu'il est lui-même situé. Je le dis, je le pense et je l'assume. Et je pense que c'est cette avancée ou ces progrès dont nous venons de discuter sont liés à cette question et à l'universalisme. Certains pourront dire que c'est un objectif,
que c'est un objectif à atteindre. Je dis seulement, et nous sommes plusieurs à le dire, que nous n'avons absolument pas atteint cet objectif et qu'il faut travailler encore, le penser encore pour l'atteindre. C'est tout ce qu'on dit. L'universalisme, mais n'existe pas et je dirais contredit il n'existe pas ou il ne peut pas exister? Il pourrait exister, j'aimerais bien. Parce que ce que vous dites est vrai aussi, par exemple, de la démocratie, de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou même de la liberté, si on prend le grand terme dans son acceptation la plus philosophique et la plus grande, Mabula Somoaro. Pourtant, ce sont bien des idéaux vers lesquels on tend et qui, dirigent notre action. Et par exemple, pour citer Aimé Césaire, que vous citez aussi beaucoup, voilà, c'est quelqu'un ou Toussaint Louverture au moment de la Révolution française, voilà des personnalités qui viennent des Antilles et qui prennent cet universalisme comme horizon de leur action. Bien sûr, comme horizon, et à chaque fois dans les exemples que vous avez donnés, je pense que ce sont des exemples très parlants, parce que ce sont des personnes qui ont vraiment cru aux idéaux universalistes tels qu'ils étaient prônés par la France. Donc Toussaint Louverture, au moment de la Révolution française et au moment de la révolte d'esclaves à Saint-Domingue, donc la plus grande, enfin pas la plus grande, mais la plus profitable des colonies françaises dans les Antilles à l'époque. La Saint-Domingue ne voulait absolument pas son indépendance. Saint-Domingue ne voulait pas l'indépendance. Saint-Domingue voulait même demeurer une colonie française si elle était traitée, sur une base d'égalité avec la France. Ce qui donne lieu à l'indépendance et la déclaration d'Haïti en 1804, c'est le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. C'est là qu'il y a une scission. Quand on parle d'Aimé Césaire, évidemment, a milité pour plus d'égalité des territoires dits d'outre-mer face à la République et face à cette France hexagonale. Et il y a la loi de départementalisation de 1946 qui est un échec. La loi de départementalisation, elle devait assurer la liberté, pas la liberté, mais l'égalité de traitement. Et aujourd'hui encore, les crises sociales qui secouent ces départements depuis 1946 nous rappelle à chaque fois qu'il y a un déficit d'égalité. Et donc ces demandes d'égalité sont le rappel de ce manquement à la démocratie ou à l'universalisme. Et je pense aussi que cet universalisme, il peut aussi être incarné, il peut être ancré dans des expériences et dans des corps particuliers. Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition stricte. Une vérité ancrée dans un territoire ou dans un vécu peut faire écho ou peut être comprise par des personnes qui ne sont pas ancrées dans ce territoire ou dans ce vécu. L'universalisme tel qu'il a été mis en avant ou tel qu'il est prôné aujourd'hui encore, et vous avez raison d'insister sur les tensions, c'est parce qu'il est compris comme blanc, il est compris comme masculin, il est compris comme valide. On pourrait décliner toutes ces identités. C'est ce à quoi on réfléchit et ce que nous remettons en cause. Et là où on se rejoint, c'est que oui, il est possible de l'atteindre, mais quand tout le monde y sera inclus. Oui, parce que vous affirmez la nécessité de la subversion, de la résistance, mais comme une affirmation radicale de l'humanité, d'une implacable égalité. Or, on se demande véritablement, encore une fois, pardonnez-moi d'y revenir, mais comment on peut les atteindre, cette humanité radicale, cette implacable égalité, pour reprendre aussi les adjectifs qui sont les vôtres. Comment on peut le faire, ça, en jetant l'universalisme, en tout cas en le laissant de côté? Mabula Somoaro. Mais je pense que c'est seulement quand on prendra en compte toutes ces identités particulières et toute cette minorisation qu'on atteindra l'universalisme. Le droit à la vie, le droit à ne pas, mourir aux mains de la police, le droit de mener une existence digne, quelle que soit sa classe sociale. Mais tous ces droits-là, ils existent, Mabula Somoaro. C'est pas parce qu'ils ne se réalisent pas dans la réalité. C'est là-dessus qu'il faut combattre. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut agir sur le réel, mais est-ce qu'il faut agir aussi en amont? Pourquoi agir aussi en amont sur les concepts eux-mêmes? C'est là la question que je voulais vous poser. Je ne pense pas que je sois intéressée par le rejet des concepts, mais je suis intéressée par Quand vous dites que l'universalisme n'existe pas? Mais parce que la réalité, l'universalisme ne peut pas exister de manière abstraite. Ça ne peut pas être une simple notion, ça ne peut pas être quelque chose qu'on appelle de nos voeux. Il faut qu'il ait une occurrence ancrée dans les réalités. On va parler du validisme, par exemple. Il y a des lois, par exemple, en France, qui régissent l'espace public. Et en théorie, toutes les personnes qui sont en situation de handicap doivent avoir accès à tous les lieux. Ce n'est absolument pas vrai. Donc j'utilise ce genre de
d'exemple, parce que souvent, quand on va parler de la race, ça va un peu crisper les gens. Oui, Mais sûr. en tout cas, en théorie, le validisme est régi par la loi. En pratique, les gens en situation à mobilité réduite n'ont pas accès à, je ne vais pas dire la majorité, mais en tout cas de nombreux lieux publics. Et ça, c'est la réalité. Ça crise parce que c'est vrai que ce mot avait été un peu jeté dans les poubelles de l'histoire. Peut-être qu'on a cru qu'en l'y mettant, on ferait disparaître la réalité. Mais c'est vrai que le réutiliser aujourd'hui peut évidemment crisper, mais ça permet aussi d'avoir le débat qu'on a aujourd'hui, la discussion qu'on a aujourd'hui. Et de le dépasser. On ne pourra pas agir sur la question du silence ou du déni ou de la dénégation. Parlons-en pour pouvoir dépasser ces questions. C'est au cœur de votre ouvrage. Alors, pour qu'on continue de citer celles et ceux qui pensent aujourd'hui les questions qui vous animent, Maboula Soumaoro, je voulais vous faire écouter un extrait de Leonora Miano, l'écrivaine Leonora Miano, qui nous parle d'afropéanité. L'Europe, c'est différent, puisqu'elle a sa mémoire, une mémoire longue. En France hexagonale, on peut tout à fait se raconter l'histoire d'un pays de blancs, parce que les autres populations sont arrivées tardivement, et quand elles sont arrivées, elles ont été minoritaires, même si ça fait... Il y a 400 ans maintenant, un peu plus de présence noire en France. En France hexagonale, elle a toujours pu être minorée parce qu'elle était ultra minoritaire. Et donc, on ne se construit pas de la même façon dans ces environnements. D'ailleurs, que ce soit en France ou en Suède, parce qu'il y a des Noirs en Suède aussi, qui ont une histoire suédoise. Et donc, cette afropéanité qui, d'ailleurs, pour moi, devrait passionner tout le monde, parce que c'est la seule nouveauté dans le domaine des études afrodiasporiques. Oui, elle est spéciale et elle doit pouvoir exprimer sa spécificité. Les études afrodiasporiques, c'est votre champ d'études, Maboula Soumaoro, c'est-à-dire, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, la présence des Noirs en dehors d'Afrique dans le monde, voilà pour le dire très simplement. Afropéanité, on entend aussi parler d'afrocentrisme aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de réappropriation, en tout cas de mettre au centre ces questions, au centre de la réflexion. Et maintenant, donc, on peut le faire depuis la France. Oui, mais l'afropéanité et l'afrocentrisme, ce sont deux courants différents. Mais je pense que... c'est important de montrer la diversité des approches. Certains vont aborder ces questions d'une manière très simpliste en disant on parle de noir ou on parle de race, mais c'est très compliqué ces questions. Donc oui, j'insiste, l'afrocentrisme et l'afropéanité ne sont pas nés au même moment, ne désignent pas les mêmes espaces. Mais en tout cas, cette réflexion afropéenne, telle qu'elle elle se déploie depuis les années 1990, au moins la fin des années 80 avec Zap Mama, c'est l'explication de cette présence en terre française et en terre européenne de ces populations d'ascendance africaine. On n'a plus que quelques secondes, mais je peux que vous poser la question malgré tout, puisque c'est au cœur de cette réflexion. Ce qu'on lui reproche aussi, c'est de mettre de côté la question de la classe. Or, justement, cette question, la notion de classe, elle est présente dans votre livre, Maboula Soumaoro. Bien sûr, c'est une imbrication, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, qui est un outil d'analyse. C'est pas un but, c'est un outil d'analyse et qui prend de manière imbriquée les multiples formes Pardon, je vous presse, excusez-moi. Voilà, les multiples formes de domination. Donc oui, on peut être noir en situation de handicap et pauvre. Il y a plein d'identités. L'identité n'est pas aucunement simple. Et même quand on parle d'une identité noire, ce n'est pas la simplicité que nous recherchons. Eh bien écoutez, on n'a pas fini d'en parler, Maboula Soumaoro. On peut lire Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire aux éditions de la Découverte. Merci d'être passé par la grande table. Et je remercie aussi toute l'équipe qui m'a accompagné cette semaine. Oriane Delacroix et Sophie-Catherine Gallet, avec aussi Henri Leblanc, ça c'était pour la grande table culture, à la grande table idée Bruno Barada et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Philomène Villard et Marceau Vassy, à la réalisation aujourd'hui c'était Anna Olvec, à la technique Élise Le. Olivia Gesbert revient dès lundi.